Good evening, everyone, and a very warm welcome to all of you. We're delighted to have you with us today for this first session of AFDB Talks, which is a brand new series of webinars launched by the Alliance Française du Bengale. Today's session specifically is in collaboration with our friends and colleagues from Alliance Française de Bangalore and Alliance Française de Dhaka. We are thrilled to start this series with a truly exceptional guest, Chef Gaël Clavière, a chef pâtissier or pastry chef at the office of the French Prime Minister. In just a moment, Chef Clavière will be sharing his inspiring journey and some insights from his word through a short presentation of around 20 minutes. The presentation will be conducted in French, but do not worry because subtitles are available. Actually, I will be sharing a quick note in the chat on how to activate subtitles on Zoom. So please make sure you do that. I'll be sharing some screenshots. If you are on your laptop, it's at the bottom. You can see show captions, and it's very important to select for the spoken language French and for the language of captions English. All right. I can assure you that the subtitles are surprisingly good. We tested them earlier with the team and they worked really, really well. Still, my colleague Ognibo will be keeping an eye on the subtitles throughout this session, just in case the translation gets a little too creative. I will just give you a minute to do the little trick with the subtitles. Now, before we begin, I'd like to invite our director of the Alliance Française du Bengale, Monsieur Marc Boudin, to say a few words. Bonsoir à tous, merci Gianne, merci à tous pour être présents ce soir. Vous êtes plus de 600 à participer à ce webinaire. Alors c'est un webinaire, on commence par un webinaire gourmand. Un webinaire gourmand, vous n'allez pas prendre de calories, puisque pour l'instant, ça va être juste le parcours de Gaël, son travail. Mais vous prendrez bientôt des calories, parce que je vous l'annonce, mais on vous le redira à la fin du webinaire. Gaël Clavière sera parmi nous à Bangalore et à Calcutta en février pour voilà, vous faire découvrir son univers et surtout vous faire goûter ses desserts. Je suis très, très heureux d'accueillir Gaël, déjà parce que c'est un ami. Et puis parce que c'est plus qu'un chef, bien sûr, c'est le chef pâtissier du Premier ministre, mais c'est surtout un artiste et c'est quelqu'un qui allie excellence, tradition et innovation. On se connaît bien et je suis moi très impressionné par son travail parce que moi, comme vous, j'imagine, je cuisine de temps en temps, très mal, mais je cuisine. Et quand je reçois des gens, j'ai une certaine pression. Parce que quand ils goûtent mes plats et notamment mes desserts, j'ai toujours cette pression de me dire, bon, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont être satisfaits, etc. Mais quand je pense au travail de Gaël, qui depuis 14 ans, en fait, sert des desserts à toutes les plus grandes personnalités du monde politique, économique, culturel, international. Je me dis, mais comment fait-il pour supporter cette pression? Ben, il va nous raconter tout ça, il va nous faire découvrir son univers, son parcours inspirant, et puis peut-être qu'il nous donnera quelques petites anecdotes croustillantes, voilà, sur son travail. Donc, comme l'a dit Jeanne, Gaël va parler 20 minutes, et puis ensuite, vous pourrez poser toutes vos questions. Le webinaire est enregistré, sera diffusé sur les plateformes des Alliances françaises, donc de Dhaka, euh, de Bangalore et du Bengale. Et puis, il vous sera renvoyé par email. Voilà. Merci. Je laisse la parole à Jeanne et je vous souhaite une belle soirée. Thank you so much, Marc. Merci, Marc. Just as we are receiving feedbacks from people who do not understand French, so I will say it again. We have the subtitles option available, and the subtitles are working really well. Please make sure
to use the option show captions. You have it at the bottom of the screen. Choose as a spoken language French and caption language English. It's working really fine. And in case there is an issue, my colleague Ognibo is here. He will be basically going through the translation mistakes from time to time in case there are mistakes. Thank you. Thank you so much, Mark. As we go along, please feel free to drop your questions in the Q&A section. It's also at the bottom of the screen. My colleagues Clémentine Moitri and Omri Tapa will be there to moderate your questions throughout the session. And I will be sharing them with Gael at the end of the presentation, not at the middle of the presentation, but at the very end of the presentation. So without further ado, it's my pleasure to welcome Chef Gaël Clavière, chef pâtissier or pastry chef of the Prime Minister of France, joining us live from Paris. Bon, maintenant, je vous propose qu'on passe au français parce qu'il est temps de vous accueillir quand même. Notre invité du jour, Gaël Clavière, chef pâtissier du Premier ministre français. Gaël, bonsoir et bienvenue parmi nous. Bon. C'est un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous des AFDB Talks. C'est pas un nouveau rendez-vous, hein, c'est le premier rendez-vous. Donc, on inaugure le concept avec vous. Donc, avant de vous laisser commencer votre présentation, on avait quand même envie de vous poser une petite question. Ognibo, tu peux, s'il te plaît, partager ton écran. Ah Ok, oui. ben voilà. Donc, cette image que vous voyez à l'écran, c'est une création de mon collègue super talentueux Ognibo, dont on est très fier. C'est lui aussi qui, d'ailleurs, garde un œil sur les sous-titres aujourd'hui pour s'assurer que tout se passe comme prévu. Donc, on a voulu faire un petit clin d'œil à votre univers. Donc, il y a une fusion entre votre visage et celui de Salvador Dali, parce que, bon, vous aussi, dans vos créations, comme ce que vous nous disiez hier, il y a quelque chose de profondément surréaliste. Du coup, on se demandait quel est le secret derrière ce surnom de Dali of Pastry, le Dali de la pâtisserie. Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi en hommage à l'artiste? Ou est-ce qu'il est venu après que vous ayez laissé pousser la moustache? Ou alors c'est après avoir adopté ce surnom que vous avez décidé de laisser pousser la moustache pour compléter le personnage? Donc voilà, c'est la question qu'on se pose. Je vous laisse répondre. Bah oui, 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 bonjour à tous, bonjour à tous. C'est déjà tout d'abord un plaisir d'être avec vous, avec les réseaux de l'Alliance française. Un grand merci à Marc, et à toute l'équipe. C'est un honneur de partager, mon expérience, avec l'Alliance. Alors d'abord, pourquoi le Dali de la pâtisserie? Alors, c'est plusieurs histoires qui ont fait ce fameux personnage que je suis. C'est c'est venu de la télé. Quand je suis passé à la télé, que j'avais fait une émission, j'avais déjà laissé pousser les moustaches qui étaient un peu plus petites que celles de Dali, et on m'a surnommé le Dali de la pâtisserie. En second temps, c'est vrai que j'ai un petit peu cette créativité un peu surréaliste où j'aime bien faire des associations d'univers différents, de travailler avec des artistes, que ça soit quelqu'un qui travaille le bois, la sculpture, et je fais des associations avec le chocolat pour faire des œuvres d'art. Donc, un petit peu fou, un peu surréaliste, et ça m'a laissé ce surnom du Dali de la pâtisserie. Et bien sûr, c'est les moustaches qui ont fait beaucoup de choses, et je les ai gardées depuis, enfin, je les garde depuis une dizaine d'années. Ça fait 10 ans que j'ai les moustaches. Donc maintenant, quand je passe à la télé, quand je suis même devant les ministres ou quoi que ce soit, je garde les moustaches bien vers le haut, et on m'appelle le Dali de la pâtisserie. Voilà d'où vient ce petit peu ce surnom. Et je trouve que ça me va bien, donc du coup je le garde. Un petit peu de beauté comme ça. Euh, donc, je me répète un petit peu, hein. Je vous remercie déjà tous, d'être aussi nombreux pour m'accueillir et pour écouter, ce que j'ai à vous dire autour de ce fameux message de la pâtisserie et de l'Alliance française. Je ne parle pas très très bien anglais, hein, et c'est bien pour moi. J'adore parler français parce que c'est une belle langue, il y a une très belle culture, une très belle histoire, et, une gastronomie très variée, une littérature exceptionnelle aussi. Donc c'est vrai que là, j'aime bien ma langue française.
je parle un petit peu anglais, mais pas assez pour développer avec vous toute une soirée ensemble. J'espère que la traduction se fait bien. On est d'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Pour l'instant, je pense que tout va bien. Ognibo? Oui, oui, c'est bon. En fait, le problème, c'est que je peux pas surveiller les sous-titres si Oui, je oui, non, mais partage c'est bon, l'écran. c'est bon. Tout va bien. Je vois Je, qu'il y a des je, petits, il y a je- il y a des petits cœurs et des petits pouces. C'est super. Tout va Euh, bien, tout va bien. Donc, je vais me présenter. J'ai 20 petites minutes ou 20 grosses minutes pour vous expliquer un petit peu mon parcours professionnel. Il faut savoir que moi, j'ai voulu être pâtissier à l'âge de 14 ans, 15 ans. J'ai dit à mon père que je voulais devenir pâtissier. Et il n'était pas très enchanté que je fasse de la pâtisserie parce j'ai 45 ans aujourd'hui, donc il y a plus de 30 ans, quand on voulait faire de la pâtisserie en France, c'était pas un métier qui était mis en avant. C'était plus les personnes qui travaillaient pas très bien à l'école. On les amenait en pâtisserie ou dans des métiers où on fait de l'artisanal. J'ai quand même un petit peu convaincu mon père que je voulais faire ce métier-là. Donc, il m'a mis dans une pâtisserie, une petite boutique dans le sud de la France à l'âge de 15 ans et j'ai travaillé pratiquement 2 mois sans un seul jour de repos et je faisais 15, 16 heures par jour. Quand on a 15 ans et qu'on fait 16 heures de travail par jour, c'est pas très commun en France, c'est pas très conseillé non plus, mais ça m'a beaucoup forgé pour savoir si j'aimais ce métier-là. Et j'avais vraiment cet amour de faire de la pâtisserie, parce que c'est un métier où je pouvais un petit peu m'exprimer, j'avais vraiment envie d'apprendre les techniques de base pour commencer le métier, apprendre tout ce qui était, toute la gourmandise qu'il pouvait y avoir autour du dessert. Après avoir fait plaisir à mon père, il m'a dit, OK, tu peux faire de la pâtisserie. À l'âge de 16 ans, j'ai fait un apprentissage pour, on appelle ça un CAP en pâtisserie, où j'ai appris donc la glacerie, le chocolat, la confiserie et la pâtisserie. Donc c'était un CAP très global. Euh, Pendant 2 ans. À la suite de mon examen, je suis monté à Paris. Donc, je dis monter à Paris parce que j'étais dans le sud de la France, je suis monté à Paris. Et à Paris, j'ai voulu rester dans la capitale de la pâtisserie française. C'est le lieu où il fallait être pour apprendre vraiment et se développer dans la pratique. Il y avait des palaces, des hôtels de luxe, des grandes maisons françaises, comme, je sais pas, si vous connaissez Fauchon, si vous connaissez, j'ai- enfin, il y a de très grandes maisons et j'ai voulu en fait développer ma pâtisserie dans ces grandes maisons pour améliorer ma technique. Donc tout ça, ça a pris quand même quelques années pour apprendre le maximum de choses, apprendre les desserts dans des boutiques, apprendre les desserts dans la restauration et apprendre les desserts aussi lors de gros événements comme Roland-Garros. Si vous connaissez le tennis, Roland-Garros, donc j'ai fait pas mal d'événements aussi à Roland-Garros. Ça m'a permis en fait de développer extrêmement mes techniques, ma façon de m'organiser dans la pâtisserie, pardon. Euh, Là, j'ai à peu près 23 ans, 24 ans, et on me propose de travailler à l'hôtel de Matignon au service du Premier ministre. Je refuse la première fois, donc c'est vrai que j'ai refusé parce que j'avais pris des responsabilités à la Maison du Chocolat, où j'étais adjoint chef. C'est important et j'apporte une petite attention là-dessus, c'est que comme j'avais pris des responsabilités dans une maison, même si on m'a proposé quelque chose d'exceptionnel de travailler pour les premiers ministres, il est important pour moi que quand on donne sa parole, quand on a des valeurs humaines et des valeurs professionnelles, je n'ai pas voulu partir comme ça parce qu'on m'avait proposé mieux. Je voulais tenir mon engagement là où j'avais promis que je resterais avec eux. Donc je suis resté 3 ans de plus à la Maison du Chocolat. Et en 2006, donc 3 ans après, on m'a redemandé si je voulais travailler à l'hôtel de Matignon. Et là, j'ai dit oui. Donc, c'était en 2006. Je voulais travailler 1 an et demi, 2 ans à l'hôtel de Matignon. Et ça fait 20 ans que j'y suis maintenant, Marc.
pas 14-15 ans, dis donc, le temps passe. Ça fait 20 ans que je travaille à l'hôtel de Matignon. Donc l'hôtel de Matignon, Gaël, pardon. Oui, pardon, je vous ai coupé juste pour préciser ce que c'est l'hôtel de Matignon. Je pense que vous comptiez le faire de toute façon. oui, je comptais le faire un instant. Super, parfait. Ok. Donc l'hôtel de Matignon, pour que ça vous parle vraiment à tous, c'est la résidence de travail, de réception officielle du Premier ministre français. Donc, c'est là où on reçoit tous les chefs d'État quand il y a des réceptions officielles, des premiers ministres étrangers, des grands-ducs, des présidents internationaux. Quand ils viennent en France, ils passent toujours à l'hôtel de Matignon avec le Premier ministre français. C'est très politique. C'est là où on fait aussi des grandes réceptions pour des remises de décoration. En France, on remet des remises de décoration comme la Grande Croix de la Légion d'honneur, la médaille du mérite, tout ce qui est distinction honorifique, ça se passe aussi à l'hôtel de Matignon. Donc là, vous voyez en photo des tables qui ont été dressées pour des grands dîners. Et sur la photo de droite, vous pouvez voir donc un grand jardin. On a le plus grand jardin privé de Paris. C'est à l'hôtel de Matignon qui fait pratiquement 2 hectares, où il est vraiment que pour nous, donc que pour la résidence du Premier ministre. Dans cet hôtel aussi, donc où travaille le Premier ministre, les premiers ministres, et euh, il y a aussi, ça fonctionne comme un hôtel dans la restauration. On s'occupe aussi du secrétariat général du gouvernement, des conseillers du Premier ministre et de la sécurité. Ça englobe à peu près 300, 400 personnes par jour pour faire des desserts, en ce qui me concerne. Donc, voilà un petit peu la résidence où je travaille. Et il y a aussi le secrétariat général du gouvernement qui travaille aussi dans cette maison. C'est un petit peu après la résidence du président, à l'Élysée. Vous avez Matignon, c'est vraiment la première maison, la deuxième maison française où vraiment c'est là où il y a le plus de réceptions et on reçoit le plus de chefs d'État étrangers. Donc vous imaginez un petit peu quand j'arrive à 26 ans et que je me retrouve dans ce cadre de travail que je ne connaissais pas parce que je travaillais dans le privé. Euh, et le but de travailler dans le privé, c'est de faire de l'argent, c'était de faire un petit peu de faire des desserts pour faire plaisir à à tout un public. Euh, Là, je me retrouve à l'hôtel de Matignon. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, c'est de faire surtout plaisir à toutes les convives et de m'adapter un petit peu surtout à toutes les convives qui vont venir. Parce que si c'est des chefs d'État qui viennent de l'Asie, si c'est des chefs d'État qui viennent de l'Afrique ou du Nord, Nord européen, on va dire que je vais adapter souvent mon dessert en fonction du pays. Je sais qu'en Inde, il y a énormément d'épices. Donc j'ai hâte en plus de faire des desserts avec vos épices parce que je pense qu'il y a beaucoup d'associations possibles. Et c'est ce qui est très intéressant dans mon métier, c'est que je vais pouvoir et on peut, parce que je parle de moi, mais c'est vraiment tous les métiers dans la gastronomie. Ce qui est intéressant, c'est cette richesse qu'il y a de pouvoir associer en fait vraiment nos deux univers, deux gastronomies différentes. En France, on a un gros savoir-faire dans la pâtisserie. On est quand même les numéros un dans la pâtisserie dans le monde. Paris, c'est vraiment la capitale de la pâtisserie. Il y a des très bons pâtissiers partout et je suis très content d'aller visiter les pâtisseries partout dans le monde où je peux aller, que je peux aller visiter. Mais la France, ça reste quand même un des gros piliers où beaucoup d'étrangers viennent apprendre pour apprendre le savoir-faire, les techniques de travail. Et après, ils retournent chez eux et avec les épices, avec les techniques qu'ils ont, ils vont développer leur propre pâtisserie. Voilà un petit peu comment ça se passe à l'hôtel de Matignon. J'ai une équipe de à peu près 3, 4, 5 personnes. C'est important pour moi de, de transmettre. La transmission, c'est très important. Donc ça fait 20 ans que je suis dans cette maison. Ça fait une quinzaine d'années où je forme des apprentis dans la pâtisserie. Parce que la transmission, c'est très important. C'est bien d'apprendre. J'apprends encore même moi aujourd'hui tous les jours parce que c'est un métier qui est sans cesse en pleine évolution et c'est très important aussi de transmettre aux générations futures
Parce qu'après, ils vont nous dépasser, ils seront encore meilleurs que nous, ils vont faire une pâtisserie différente. Euh, voilà un petit peu mon parcours en gros, donc c'est très varié. J'ai pu aussi visiter plusieurs pays et voyager pour faire de la pâtisserie un peu à Seattle, euh, dans le nord des États-Unis. Après, j'ai beaucoup voyagé en sac à dos parce que mon but, c'est surtout d'apprendre beaucoup de cultures différentes pour après m'exprimer encore plus dans mes assiettes et encore plus dans des œuvres artistiques. Là, vous pouvez voir un dessin, enfin un dessin, sur la photo, pardon, en bas à gauche, c'est un œuf de Pâques qui est tout en chocolat. On dirait qu'il est complètement, pas en lévitation, mais vraiment suspendu juste sur deux petits cônes. Et cet œuf, j'ai voulu, je vous en parle parce que c'est le côté artistique que j'aime bien aussi, hein. Je l'ai appelé l'œuf kintsugi. C'est une technique japonaise qui est assez philosophique aussi. C'est quand on brise, quand de la porcelaine est cassée, il recolle cette porcelaine avec donc une colle particulière. Et le but, c'est de mettre en avant les brisures donc avec de l'or, pour montrer qu'en fait, on peut toujours donner une deuxième vie, une deuxième vie à un objet cassé. Et il prend encore plus il est encore plus précieux l'objet parce que justement, il y a cet or. Du coup, j'ai fait cet œuf en chocolat pour le Premier ministre qui était... en plus, j'en ai oublié non parce que ça fait, je crois que j'ai servi plusieurs premiers ministres. Mais là j'ai un peu honte parce que j'ai oublié son prénom. Mais Marc, tu vas m'aider vite fait. C'était... euh, j'ai oublié. Là, sur la photo, bon, peu importe. C'est Gabriel Attal sur la photo Merci en beaucoup. bas. Ne m'en voulez pas, parce que Ah non. j'ai changé 5 ou 6 fois de Premier ministre ces derniers temps, et c'est vrai que je m'adapte, et des fois, évidemment, c'était Gabriel Attal, et à côté, vous avez la première dame de France, Brigitte Macron, qui avait utilisé le marteau d'ailleurs pour casser cet œuf en chocolat, parce que le but, c'était quand même de le déguster, de le casser pour pouvoir le déguster. Et tout en haut, à gauche, vous voyez une photo où j'ai fait aussi une œuvre en chocolat pour Madame Borne. C'était un œuf aussi. J'aime bien présenter des pièces artistiques au moment de Pâques, les fêtes de Pâques en France. On aime bien faire un œuf en chocolat et j'aime bien le présenter au Premier ministre. Et puis à côté de ce travail au quotidien qui prend beaucoup de temps, j'aime aussi développer euh, beaucoup d'autres univers. Et c'est là où je prends aussi beaucoup de plaisir, c'est de pouvoir m'exprimer avec la pâtisserie, mais artistique. Euh, Parce que ma vocation, c'est sûr que c'est la pâtisserie, mais ce qui est encore plus important, c'est la créativité. Voilà, c'est très bien. Là, je vais vous parler un petit peu de créativité parce que je trouve que c'est très intéressant. Euh, J'espère que vous me comprenez bien, que je m'exprime bien. Je fais attention de parler doucement parce que quand on est un peu trop pressé, on veut en dire beaucoup. J'espère que vous me comprenez bien tous. Là, ce que je voudrais vous parler, c'est de créativité, hein. J'aimerais bien qu'on me montre la photo qui est juste après. C'est voilà. Alors ça en France, je pense que je sais pas si vous connaissez, on appelle ça un éclair au chocolat. Un éclair au chocolat, c'est quelque chose de très classique en France. C'est du chocolat, une pâte à choux, je vous les détails. Ce qui est important derrière, c'est que moi, quand je vais présenter un éclair au chocolat, c'est de mettre en premier lieu, c'est le goût, mais derrière, deuxième temps, c'est euh, mettre quelque chose une création d'émotion, pardon. Il faut que quand le dessert il arrive devant vous, même si c'est quelque chose de très classique, parce qu'un éclair au chocolat c'est très classique, il faut qu'on puisse faire waouh, il est trop beau cet éclair et j'ai pas envie de le manger, mais il faut que je le mange parce qu'il me donne envie. Donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour mettre en avant un petit peu tous mes desserts au quotidien. Et la photo suivante, vous allez voir, j'ai fait le même éclair, mais avec un fruit différent. Et j'ai présenté un éclair à la myrtille. Donc j'ai fait un glaçage avec le fruit myrtille. À l'intérieur, il y a une crème pâtissière avec du confit à la myrtille. Et j'ai fait un petit peu, c'est là où on peut dire que je suis le Dali de la pâtisserie. J'ai eu cette folie de mettre du coulis et de taper dans l'assiette pour faire cet éclat de coulis comme ça. Et ce qui est important, c'est que ce que j'aime, c'est cette photo qui me dit, waouh, le dessert, ça jette dans les yeux. Quand devant les convives et quand je sers mes desserts donc à l'hôtel de Matignon, mon but c'est de
voilà, vraiment de créer cette émotion-là, cet effet, quand l'assiette elle arrive, ils se disent pas que c'est un dessert qu'ils peuvent voir tous les jours, c'est toujours unique, c'est toujours différent. Et voilà, la photo suivante, je vais vous montrer par exemple, vous avez souvent, nous, à Matignon, il y a des personnes qui veulent pas manger des desserts tous les jours, donc on leur fait des assiettes de fruits, parce que les fruits, c'est très bon pour la santé. Et après un bon repas bien copieux, ou un repas même très léger, on a juste envie de manger une assiette de fruits. Donc si vous pouvez vous montrer la photo juste après. Vous allez voir que sur votre droite, vous avez une assiette de fruits. Quand je suis arrivé, moi, dans cette maison, il y a eu des assiettes de fruits qui étaient faites et qui m'inspiraient pas trop. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas assez de créativité, donc ils font une assiette de fruits qui va être très classique. Ils vont découper des fruits, les poser sur une assiette et envoyer. J'ai essayé, moi, de travailler et de mettre en avant le côté artistique. Même avec les mêmes fruits, on peut faire des assiettes de fruits différentes, comme vous voyez sur la gauche. C'est juste la présentation qui est différente. Donc le fruit est le même, la présentation est différente. On vient rajouter un petit peu de coulis, un petit peu d'amour dans ce qu'on fait, un petit peu de passion, et ça donne beaucoup plus envie de déguster. Au centre, c'est une photo. J'ai fait une émission en France qui s'appelle Top Chef, et on m'avait demandé de faire une salade de fruits. Alors là, pour le coup, j'étais pas préparé. Une salade de fruits un peu revisitée, à ma façon. Donc là, j'avoue que j'ai poussé encore plus loin que mettre juste des fruits. J'ai travaillé avec une, je sais pas si la traduction va être bien, mais j'ai fait une sphérification. J'ai fait des sphères de mangue. On dirait des jaunes d'œufs qui sont posés sur la salade de fruits, mais ce sont du coulis de mangue où j'ai mis de la gélatine végétale autour pour faire comme des billes de coulis qui ont été posées sur la salade de fruits. Et quand les gens à la cuillère venaient prendre la salade de fruits, il y avait le coulis de mangue qui coulait sur l'assiette. Et le jus qui est en bas, c'est très important. C'était juste je voulais pas faire un sirop classique. Souvent, c'est des sirops un peu trop sucrés ou des sirops très neutres. J'ai voulu mettre en avant le côté un peu plus acide. Donc, j'ai travaillé sur un bouillon de, de, de fruits de la passion où à l'intérieur j'avais mis des zestes. Donc c'était un jus un petit peu acide mais très parfumé. Et j'avais même fait un fusil, me semble, du thé dedans. Voilà, pour apporter vraiment ce côté un peu plus fou et un peu plus, comment dire, un peu plus décalé de la salade de fruits. Voilà un petit peu pour vous présenter le travail, comment en fait il y a beaucoup d'évolution dans notre, euh, dans notre parcours et c'est très important. Merci beaucoup, c'est exactement ça. Il faut savoir s'adapter. C'est très important la capacité d'adaptation parce que dans mon travail depuis 20 ans, peu importe les personnes qui passent, il faut que je m'adapte chaque fois aux nouvelles tendances, aux nouvelles personnalités qui viennent manger. La gastronomie, elle évolue énormément. Et moi, ça fait plus de 30 ans que je fais de la pâtisserie. La pâtisserie que je faisais quand j'étais plus jeune et la pâtisserie d'aujourd'hui, elle a énormément évolué. On travaille avec moins de sucre. On fait attention avec la farine maintenant, du sans gluten. On dit indice glycémique bas. On fait attention, le taux de glycémie pour pas que le dessert soit trop sucré, pour que ça soit des desserts on peut manger les desserts et rester en bonne santé, parce que le dessert, ça reste quand même gourmand et assez sucré. Et tous ces desserts, ils évoluent dans le temps, et j'ai dû énormément me remettre en question, super, pour remettre un petit peu, ne pas rester dans mon confort quotidien tous les jours, mais de toujours me remettre en question. Alors, je me remets pas en question tous les jours, mais tous les mois, c'est sûr que je me remets en question, parce que le but, c'est d'acquérir des connaissances, c'est d'acquérir un savoir-faire, c'est d'acquérir des techniques professionnelles, et après, derrière, c'est de mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Et après, on se remet en question parce que je vais découvrir qu'est-ce qui se passe chez mes confrères pâtissiers dans d'autres maisons pour toujours rester au goût du jour. Très important. Donc, se remettre en question dans son professionnalisme et même dans le quotidien, parce que je dis souvent ça aussi à mes apprentis. C'est très important d'être pâtissier, mais c'est très important aussi d'avoir des valeurs professionnelles et des valeurs humaines.
parce que la vie, c'est facile pour personne. Et on croit que souvent la pâtisserie, c'est très beau, c'est très bien, mais ça demande aussi beaucoup de temps, beaucoup de travail et beaucoup de technique. Donc il faut prendre du temps pour apprendre le métier, il faut apprendre du temps et beaucoup faire, beaucoup pratiquer pour développer sa pâtisserie et développer ses techniques. Donc voilà, très important de cette capacité, cette remise en question au quotidien. L'innovation, évidemment, j'apprécie beaucoup ça, beaucoup, beaucoup. Là, vous pouvez voir, c'est un petit peu les desserts que je fais au quotidien tous les jours. Il faut savoir que je fais des desserts différents tous les jours parce que ce sont toujours les mêmes personnes qui viennent déguster. Donc, c'est de mettre en avant, voilà, le côté. En haut, on a un fraisier, c'est un grand classique d'un dessert français, et j'ai voulu le découper comme ça pour faire vraiment une mosaïque sur l'assiette. Voilà. Et je trouve que quand l'assiette elle arrive, ça, c'est pas commun. En bas, vous avez des petits pavlova, et après, il y a un dessert citron, un dessert framboise. Là, comme vous pouvez voir, même si ce sont des desserts très classiques en France, on peut faire innover pour rendre le dessert différent. Et on se demande même quel dessert on va manger. Et c'est ça qui est important aussi pour moi, c'est de, c'est de mettre un petit peu de différence dans mon dressage, dans les desserts, pour que ça y ait toujours cet effet de surprise un petit peu. Et voilà un petit peu dans l'innovation. On apprend tous les jours, ça je vous cache pas. Là, c'était des desserts très chocolatés. On apprend tous les jours et moi, je vous disais tout à l'heure que j'apprends tous les jours. Là, j'ai fait une tarte soufflée au chocolat. Je sais pas j'ai pas vérifié s'il y avait beaucoup de chocolat en Inde, mais j'aimerais bien vous faire découvrir une tarte soufflée au chocolat. C'est un dessert que j'ai pu faire découvrir à Marc Boudin lors d'une réception. C'est un dessert très gourmand, très chocolaté, très léger. Et à côté de ça, on vient mettre une petite composition de fruits frais autour. Et c'est excellent. Moi, j'adore le chocolat. Je suis chocolatier. Je fais des pièces artistiques aussi en chocolat. Je fais partie du membre des croqueurs de chocolat à Paris, où je déguste beaucoup de chocolat tous les mois. Et après, on doit noter lequel est le meilleur. Je suis aussi jury pour les huiles d'olive. Alors, c'est complètement autre chose. Mais c'est aussi très intéressant. Il y a beaucoup d'huile d'olive partout dans le monde et j'aime bien en fait développer mon palais pour que j'ai toujours cette sensibilité et ce palais important pour voilà du coup j'en apprends tous les jours. Voilà, j'essaie toujours de développer mon travail. J'ai mis des petites photos comme ça pour juste après pour vous montrer que la pâtisserie c'est une chose. Alors là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous montre comme photo? C'est pour vous montrer un petit peu que les dessins animés de 1963, de 1974, on peut voir après encore 2013 et de 2003 pardon et 2004 la photo d'après. On voit qu'il y a toujours une évolution, mais dans la vie, il y a de l'évolution dans tout. La pâtisserie, elle a énormément évolué. Les dessins animés, elle a énormément évolué. Je pense que chez vous aussi, en Inde, le cinéma, il a énormément évolué. Vous n'avez pas le même cinéma. Les effets spéciaux ont énormément évolué. On voit que tout évolue. Tout va très, très vite aujourd'hui. Et la pâtisserie, c'est un petit peu pareil. Ça va très, très vite. Et on voit la photo d'après. C'est un festival que j'ai pas eu l'opportunité d'y aller. Je sais pas si j'irai. Mais on voit un festival qui s'appelle Tomorrowland, euh, il y a un petit peu partout dans le monde. Ça, c'est un festival qui date, je sais plus de quelle année, mais dans les années début 2000. Et on voit la photo d'après, hein. Le festival, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui en 2024? Vous allez voir la photo d'après. Le festival, voilà, on voit la différence qu'il peut y avoir au niveau de la technique, au niveau des lumières, au niveau des décorations, et aussi au niveau de la population. Ça évolue énormément. Donc, c'était surtout là pour vous montrer un petit peu l'évolution dans la vie. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps, Gianne? Oui, oui, absolument, allez-y. Oui, 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 super. Euh, J'espère que ça vous plaît. Je reste humble parce que c'est pas toujours facile de parler derrière un écran, mais, euh, mais j'ai hâte de vous rencontrer et de vous voir. Euh, Ce qui est très important, c'est évidemment c'est l'excellence. Je marque souvent que reste-t-il de l'excellence si nous en notons la difficulté.
Si on enlève la difficulté, c'est très compliqué d'être excellent. Parce que l'excellence, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de travail. Et c'est compliqué que on a un bon résultat. Même si le résultat, je dis, il échoue, c'est pas grave. On a appris beaucoup de choses dans la difficulté. Et je compare souvent ça, l'été, quand je suis avec mes enfants et que je pars à la montagne, on doit aller en haut d'une montagne, on fait une randonnée de 10 heures. Quelqu'un qui prend un hélicoptère et qui va en haut de la montagne en 5 minutes et il observe un paysage magnifique, je peux vous assurer que la personne qui a fait 10 heures de marche pour monter en haut, son résultat, il est 10 000 fois meilleur. Parce que ça a été difficile, ça a été compliqué. Il a mis 10 heures pour monter, il a transpiré. Et c'est vrai que cette difficulté d'arriver en haut, on est tellement satisfait parce que ça a été compliqué et qu'on a réussi. Alors qu'un hélicoptère, ben, on regarde, on dit c'est très beau et après on redescend et on veut aller faire autre chose. Donc voilà, c'est un petit peu pareil aussi avec la pâtisserie. Pour en arriver à une perfection artistique, c'est pas juste un petit coup de cuillère dans l'assiette comme j'ai fait tout à l'heure pour faire ce splash. Mais juste ça, ça a demandé beaucoup d'années de pâtisserie, alors que pourtant c'est très très simple aussi, c'est vrai. Et là, vous voyez un petit peu les décors qu'il y a sur les assiettes. Mais ça demande du temps, ça demande de la persévérance, ça demande d'être rigoureux dans son travail. Et je pense que c'est dans tous les corps de métier. Il y a vraiment besoin de passer du temps, d'étudier, de lire. Et c'est ce que je fais au quotidien. Je suis complètement dans cette recherche aussi, dans la littérature. Je me retrouve beaucoup dans la littérature et contrairement à ce que l'on peut croire, ça m'aide aussi dans mes desserts, la littérature. J'ai pu faire des pièces artistiques D'ailleurs, pour tout vous dire, je viens juste d'arriver sur ce webinaire, mais ce matin, j'étais en train d'installer un arbre. J'ai fait un arbre en chocolat qui faisait à peu près 3 mètres de haut, où j'ai sculpté 70 kilos de chocolat. Et j'ai dû installer l'arbre au Salon du Chocolat à Paris, parce que ce soir, c'est l'ouverture du salon. Et j'ai pu faire une collaboration artistique avec un autre artiste qui travaille le verre optique. C'est le verre qu'on met pour les lunettes. Et il fait des larmes, comme des grosses gouttes, des larmes de joie. Et j'ai donc sculpté cet arbre et on a serti les larmes sur les branches de l'arbre. Donc ça a été un sacré travail. J'ai passé toute la journée jusqu'à ce magnifique webinaire pour installer l'arbre au Salon du Chocolat. Et le week-end d'avant, j'ai fait une autre collaboration artistique avec un artiste qui travaille dans le métal. Il travaille avec l'inox et il sculpte des corps de femmes et d'hommes. Et j'ai fait la même chose avec du sucre coulé. Mon but, c'était de faire les mêmes écrous en sucre pour sculpter aussi une partie de sa pièce à métal. Donc ce côté artistique, il est très important parce que ça me permet de m'évader, ça me permet de s'exprimer. C'est énormément des créateurs d'émotions, les œuvres d'art, parce que chacun a son univers, chacun a sa sensibilité artistique, et il reste plus qu'à s'exprimer. Je vais vous laisser me poser plein de questions parce que j'ai encore plein de choses à vous dire, mais je sais pas si j'ai encore 2 minutes ou pas, ou sinon Oui, je oui, peux oui, mais répondre. allez-y, allez-y. Bien sûr, oui. D'accord. Euh, que je perde pas mon fil rouge. J'étais en train de dire que j'étais en train de faire des collaborations artistiques. Et des fois, quand on est passionné, il y a le cerveau, on veut dire beaucoup de choses et ça part dans tous les sens. Et, euh, et donc, voilà. Alors, moi, j'ai des objectifs, évidemment, dans ma vie au quotidien, c'est de continuer à faire des desserts, continuer dans la créativité. Et derrière, c'est de découvrir maintenant. Voilà, je vais venir en Inde euh, au mois de février, hein, vous rencontrer, et c'est encore d'apprendre de votre culture. Ça sera la première fois pour moi que je vais en Inde. J'ai voyagé partout, mais j'ai hâte de vous retrouver parce que je pense que et je suis même sûr parce que j'ai quand même lu et je me renseigne quand même. C'est un pays qui est extrêmement beau. Il y a une très belle culture gastronomique, une très belle culture en général. Et je sais que je vais apprendre beaucoup de choses là-bas.
Après, je vais arriver avec mon savoir-faire français, mes techniques françaises, et je pense qu'il y a des très très belles choses à faire. D'ailleurs, je vais utiliser certainement chez vous votre culture gastronomique pour l'associer un petit peu avec la pâtisserie française pour vous faire déguster, je pense, des merveilles. En tout cas, c'est mon objectif. Euh, et après, au niveau artistique, euh, euh, voilà, il y a beaucoup d'exigences, parce que je dis qu'il y a de l'excellence, mais aussi je suis très exigeant avec moi-même, mais c'est de l'exigence positive. C'est vrai que souvent l'exigence, on dit, t'es trop exigeant avec toi, mais il faut savoir que l'exigence, c'est pas non plus que négatif. Je dis que c'est de l'exigence positive parce que je suis très pointilleux, j'aime bien quand c'est précis. La pâtisserie, on dit que c'est de la joaillerie, c'est de l'horlogerie parce que les recettes, elles sont très précises et il faut être très précis dans ses calculs pour faire des bonnes recettes bien équilibrées. Et quand on fait des œuvres d'art aussi en sucre ou en chocolat, voilà, faut être très précis sur le mouvement que l'on veut donner pour avoir un bon équilibre de la pièce, que ça soit très harmonieux avec avec ce que l'on peut voir. Et je parle beaucoup de pâtisserie parce que je suis chef pâtissier, mais je pense que dans beaucoup de corps de métier, voilà, c'est très important d'être exigeant avec soi-même, mais très positivement. C'est pas s'infliger et se faire du mal et ne pas dormir la nuit, mais il faut quand même se pousser hors de ses limites un petit peu et pas rester assis et dire c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Parce que sinon, on peut jamais arriver à un taux d'excellence si on se satisfait juste du minimum, en gros. Quand on se satisfait du minimum, eh bien, on restera au minimum, voire un petit peu plus peut-être. Mais alors que celui qui fixe assez haut, il est au moins sûr d'arriver plus haut que les autres. Et c'est ça qui est important. Et c'est la transmission que je donne aussi à mes apprentis. C'est bien d'être un très bon professionnel, mais c'est très important aussi d'avoir des valeurs humaines, des valeurs professionnelles. Parce qu'on peut être un très bon pâtissier et être très mal perçu parce qu'on parle mal à à ses apprentis ou parce qu'on est tout le temps en train de crier. Moi, je suis pas de ce style de chef-là. Je pense que la communication, elle est très importante. Je pense qu'il faut savoir parler correctement à ses apprentis. Il faut leur donner l'envie d'avancer. Il faut les impliquer dans le travail. Il faut leur donner même parfois pas des directives, mais j'allais dire, oh, j'ai perdu le mot. Ça va me revenir. Je leur donne même des menus à faire en pâtisserie. Je leur dis, je te laisse faire le dessert demain du Premier ministre. Tu me dis ce que tu fais et après, je reste derrière toi, bien sûr, pour vérifier. Donc, c'est important pour moi aussi de les impliquer dans le travail, de leur donner des... Mais j'arrive plus à trouver le mot, désolé. Pourtant, il n'est pas dur, hein. Donc, voilà, je les implique dans le travail avec moi. C'est très important parce qu'au moins, ça les pousse vers le devant. Je leur montre. Et je vais finir là-dessus. Je pense que l'exemplarité, hein, quand on est un chef, quand on est un responsable, quand on est un directeur, quand on est un président, je pense que l'exemplarité, c'est ce qu'il y a de plus important. On se doit d'être exemplaire auprès des personnes qui travaillent autour de nous, qui sont en dessous de nous et qui sont au-dessus de nous. Comme ça, en gros, on peut toujours dire je peux dire ce que je veux hein, à tout le monde si mon langage, il est correct. Si ma pâtisserie, elle est exemplaire, je peux me permettre de dire des choses. Et ça, c'est très important au quotidien. Voilà un petit peu mon parcours professionnel. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est la vie que je mène un petit peu tous les jours. Et voilà, je ne suis pas rassasié encore. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir, notamment en Inde avec vous en février. Et j'ai hâte de vous retrouver. Si vous avez des questions, Yann, je te laisse prendre le relais. Oui, ben merci beaucoup Gaëlle pour cette présentation très passionnante et très inspirante. On a adoré vous écouter et je pense que tout le monde ici partage le même sentiment, le même avis. Donc on a reçu en effet plusieurs questions pendant votre intervention. Il y en a vraiment beaucoup. Merci à tous pour votre curiosité et votre enthousiasme. On va en prendre quelques-unes ensemble. N'hésitez pas à continuer à en poser si d'autres questions vous viennent à l'esprit.
Vous pouvez les écrire directement dans la section Q&A et on essaiera d'en aborder un maximum avec Gaël. Donc, pour m'aider hein, à sélectionner vos questions, je suis accompagnée de mes collègues, donc de Ognibo, Moitri, Clémentine et Omri Tapa, qui suivent tout en coulisses. Donc, je vous fais la traduction, hein, Gaël, parce que voilà, on a posé les questions en anglais. Donc, on a une première question de la part d'une personne anonyme, donc on n'a pas le nom. Quelle est, selon vous, une technique de pâtisserie que tout chef pâtissier, tout chef en herbe hein, en devenir, devrait maîtriser dès le début et pourquoi? La technique, la première qui me vient en tête, c'est le pochage. La poche avec la douille. Ça, on apprend ça dès le début en pâtisserie. Et c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire si on n'est pas régulier, si on ne le pratique pas souvent. Donc, le pochage, je pense que tout chef pâtissier est capable de pocher très bien. C'est les premières choses que l'on apprend. Enfin, en apprentissage, on n'apprend pas ça au début, mais pas au début parce que c'est quelque chose de compliqué, mais on l'apprend assez vite. Et ce qui permet, et pourquoi le pochage, c'est très important. Donc le pochage, les pâtissiers connaissent, on prend une poche en plastique, on met une douille en inox en plastique avec des petites cannelures ou une douille ronde, on met de la crème ou de la pâte à choux ou de la ganache. Et pourquoi donc le pochage, c'est très important? Parce que c'est ce qu'il permet de faire beaucoup de desserts différents, de travailler avec beaucoup de produits différents, de la chantilly, de la crème montée, de la pâte à choux, de la ganache au chocolat. Et on peut faire beaucoup de desserts différents. Et pourquoi beaucoup de desserts? Parce que selon la douille que l'on va mettre dans la poche, on peut faire plein de formes différentes. C'est très infini. C'est pour ça que le pochage, c'est très important. Après, il y a d'autres techniques qui sont aussi importantes, qui sont beaucoup plus artistiques. Mais le pochage, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Ok, super, merci. Alors, on a une deuxième question de Manan Bajoria, j'espère que je prononce bien le nom. Est-ce que vous vous sentez nerveux lorsque vous préparez des desserts pour le Premier ministre? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une forme d'appréhension dans votre esprit? Quand j'ai commencé à l'hôtel de Matignon, évidemment, on a toujours cette petite pression parce que, petite ou même grosse pression, d'être sûr que ça va plaire. Parce que quand on est pâtissier, le but c'est de faire plaisir et que le dessert soit bon et qu'il soit dégusté entièrement. Donc, on a toujours voilà, cette appréhension de savoir, j'espère que ça va aller. Donc, oui, au début, oui. Je vous avoue qu'aujourd'hui, non. J'ai plus du tout cette pression-là parce qu'avec le temps, j'ai appris à savoir ce que les personnes aiment. Et j'essaie toujours un petit peu en amont de savoir, voilà, si le Premier ministre, quel style de dessert il va aimer. Et je dis vraiment au hasard, si le Premier ministre aime les desserts aux fruits, je vais faire qu'il aime les desserts qui ne sont pas trop sucrés. Maintenant, avec toutes les recettes que je connais, je fais le nécessaire pour m'adapter, comme je disais tout à l'heure, à faire des desserts aux fruits et pas trop sucrés. Et si c'est un autre Premier ministre qui adore les desserts au chocolat, je vais lui faire des super desserts au chocolat. Du coup, j'ai plus cette peur de me dire est-ce qu'il va aimer le dessert? Parce que je sais en gros ce qu'il aime en amont et je fais le nécessaire pour lui faire découvrir un petit peu tout le panel de desserts que je connais dans ce qu'il aime. Et généralement, ça se passe assez bien, voire même très bien. Donc, ouais. Et donc j'ai plus cette pression-là. Là, le plus de pression, si je peux en avoir une maintenant, c'est quand il y a avoir des dîners, des repas officiels avec des grands chefs d'État qui ont pu venir. Où là, c'est là un petit peu ma folie, des fois aussi d'ailleurs, du Dali, ou un peu, des fois, il faut que je me calme, c'est que je vais toujours créer un dessert qui n'a jamais été fait. Et ça, c'est quand même un petit peu particulier parce que je pourrais faire un dessert classique et me dire, ça, c'est un dessert que je maîtrise très bien, je vais le servir parce que je sais le faire, parce que je sais qu'il est bon. Et je pousse toujours un petit peu les limites. Non, je vais créer un dessert unique que j'ai jamais fait quand il y a un repas officiel. Dernièrement, il y a eu le Premier ministre chinois qui était venu. J'avais fait
un dessert à base de jasmin, de fleurs, très léger, avec des fraises des bois dessus, très fin, très léger, et c'est passé tout seul. Ils m'ont même fait appeler pour me remercier après, donc j'ai eu le privilège de pouvoir serrer la main et discuter un petit peu avec eux. C'est là où on voit que c'est très important voilà, de travailler, d'être à l'écoute. Donc voilà, donc j'ai pas de pression, mais croyez-moi que je suis assez exigeant avec moi parce que je veux être sûr que ce qui part, ça soit parfait. Et je termine en disant ça, pardon. Je me mets pas de pression peut-être, mais le dessert, je sais que quand il part, il est parfait. Je ne me permettrai pas d'envoyer un dessert en me disant c'est bon, ça va le faire. Ça, c'est sûr. Très bien, parfait. Bah, écoutez, sans le vouloir, hein, vous avez fait une transition vers la Ah, prochaine question parce que comme vous avez parlé du Premier ministre chinois et vous avez parlé de cette faculté d'adaptation, justement, que vous puissiez utiliser des ingrédients qui s'adaptent au goût de la personne que vous recevez à Matignon. Là, il y a Pooja Mahadevia, je crois, je suis vraiment désolée si je ne prononce pas bien les noms. Donc, si vous deviez créer une pâtisserie française inspirée de l'Inde, quels ingrédients ou quelles techniques aimeriez-vous explorer? euh, alors là, je me suis donné le challenge quand je vais venir en février de faire des desserts avec des épices d'Inde. Alors les techniques que je vais utiliser, je ne sais pas encore parce que je vais travailler dessus. Là, pour moi, c'est très important de venir et d'apporter et de garder un petit peu cette gastronomie indienne dans les desserts. Mon but, c'est pas non plus de faire un dessert indien, c'est euh, de garder un dessert français, mais avec une touche un petit peu aux saveurs d'Inde. Je ne sais pas du tout. Moi, je vais pas vous dire des bêtises, ce que je vais faire encore. Je sais que j'ai encore 2 mois pour travailler dessus. Je vais trouver même plusieurs desserts à faire, c'est sûr. Il me suffit d'une soirée pour aller chercher un petit peu et de regarder tous les épices. Il n'y a pas que des épices d'ailleurs, hein. Je vais voir tout ce qui se passe, hein. Ça peut être même juste des herbes ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai déjà fait des desserts hein, juste avec des grands, pour le Vietnam, avec des grandes herbes pour faire des émulsions. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je pourrais jamais tout faire. Mais je pense que je vais sélectionner quelques saveurs d'Inde pour faire les desserts. Parfait. Alors, on a Navonir Bhattacharya. Euh, Quelle est votre principale source d'inspiration pour ce type de création? J'ai plusieurs sources d'inspiration pour ce type de création. La musique, beaucoup la musique, la littérature, comme je disais tout à l'heure. Ça paraît très dingue, mais en fait, quand je vais lire des livres quelconques d'ailleurs, ça peut être n'importe quel livre, euh, je me mets dans un personnage et puis après, quand je suis au travail, je suis complètement dans mon univers et j'ai plein d'idées qui me viennent. Ça peut être quand j'écoute de la musique assez régulièrement au travail, parce que plusieurs styles de musique d'ailleurs, hein, ça me met dans un autre monde. Je suis complètement à l'écoute, je me sens bien et je vais vous donner une anecdote. Anecdote. Euh, les desserts que vous avez pu voir tout à l'heure que j'ai dressés, il faut savoir que je ne fais aucun test. Ça veut dire que j'improvise tout le temps. Je me dis pas le matin, la veille, comment je vais dresser le dessert. Le, je sais que je vais faire un fraisier, mais c'est quand je suis au moment du dressage du dessert, j'ai mon fraisier qui est à côté de moi, j'ai les coulis de fruits, et puis j'improvise, je mets de la musique, je me dis comment je vais faire pour que ça soit, hey, hop, je coupe en morceaux, je mets sur l'assiette, je mets des décors, et j'improvise. Donc c'est pas quelque chose que j'ai pu travailler en amont. Euh, voilà un petit peu comment je travaille. Et après, les sources d'inspiration, il y en a beaucoup, honnêtement, hein. J'aime beaucoup la nature, donc quand je me balade, ça me fait du bien un petit peu. Je me balade, je vois une grosse feuille sur un arbre qui tombe, je récupère la feuille. Pour moi, c'est bon, je vais faire un dessert avec cette feuille. Je vais prendre la feuille, je vais la poser dans l'assiette, après l'avoir nettoyée, je vais mettre du cacao poudre dessus, je vais retirer, comme ça il y aura l'empreinte de la feuille sur l'assiette. Et après, je vais venir poser mon dessert.
Et ça, je me dis, c'est comme ça que ça se passe un petit peu. Je reste très à l'écoute de tout l'univers, un petit peu, de tout ce qu'il y a autour de moi. Donc voilà, un petit peu mes sources d'inspiration. Ok. On a encore une fois une question de Pooja Mahadevia, je pense. Pardon. Donc, si vous ne disposiez que de 10 minutes pour impressionner quelqu'un avec un dessert, que prépareriez-vous? Alors, si c'est à la maison ou est-ce que c'est au travail, je pense que c'est à la maison. 10 minutes pour préparer un dessert pour un pâtissier, on va dire professionnel. Ils vont vous dire, ah, moi j'ai besoin de beaucoup de matériel, beaucoup de produits. Euh, Moi je vais rester très classique. Si je suis chez quelqu'un, je vais aller dehors, je vais regarder s'il a des fruits frais, s'il a des pommes sur son pommier ou si la saison, il a des fruits sur sa table. Je vais faire un dessert à base de fruits. Euh, Après, est-ce que ça va être une tarte aux pommes très classique ou est-ce que je vais râper de la fève de tonka sur la tarte aux pommes, je vais faire une crème fouettée à côté assez gourmande et normalement une tarte aux pommes, ça va passer tout seul. Ou je vais faire un moelleux au chocolat, je vais vérifier s'il a tous les ingrédients. En 10 minutes, un moelleux au chocolat, on peut le faire assez facilement, il y a besoin de 4 5 ingrédients bien coulant, ça cuit en 8 minutes. Donc, je me dépêche, je fais un moelleux au chocolat et ça passe très bien aussi, hein. Je vais pas partir sur des desserts trop compliqués avec des inserts à base de fruits, des mousses à l'extérieur, parce que c'est beaucoup trop complexe et beaucoup trop long à faire. On va rester sur des desserts très classiques et qui sont très bons aussi. Même une crème brûlée, c'est très simple à faire. Il y a juste 1 heure de cuisson, mais ça passe toujours. Ok, alors on a une question de Trisha Das. Quel est le meilleur dessert que vous avez réalisé jusqu'à présent? Bon, ça, il faudrait poser la question, ouais. Ok. Faudrait poser la question à beaucoup de personnes parce que honnêtement, vu que je fais des desserts différents tous les jours, et que ben, souvent ils sont tous bien mangés, on vient nous remercier parce que c'était très bon. Donc après, c'est vraiment les goûts de chacun, ouais. Il y en a, ils vont préférer les desserts très classiques, un flan, des éclairs, des millefeuilles, il y a un baba au rhum. Il y en a, ils vont préférer les desserts un peu plus frais, un peu plus raffinés, avec des sorbets, des glaces. Disons que moi, je m'adapte. J'ai pas un dessert signature. Par contre, j'ai vraiment des recettes bien établies dans ma tête et sur mon cahier de recettes. Et après, je sais ce que je peux faire pour faire plaisir. Je préfère faire l'inverse plutôt qu'un dessert revisité. Je vais regarder la personne, mais c'est quoi ton dessert préféré? Dis-moi. Et si elle me dit, moi, j'adore la tarte au citron, ben écoute, je vais te faire une tarte au citron juste pour toi. Et en fait, je travaille mieux dans ce sens-là parce que je vais donner le maximum pour faire plaisir à la personne. Et si c'est un fraisier, ben je laisse moi te dire, je vais te faire le meilleur fraisier que tu vas jamais manger. Et je vais pousser un peu plus loin le fraisier. Donc, voilà comment je fonctionne. J'ai pas un dessert spécial pour moi, mais j'ai votre dessert pour vous, en tout cas. Parfait. Et mais du coup, quel est votre dessert préféré? Ça, c'est une question de Ah oui, oui. Gayatri Srivatsava. Votre dessert préféré, le dessert à déguster et le dessert à préparer, ce que vous avez D'accord. préparé. Voilà. Le dessert que j'aime, j'ai plusieurs desserts que j'aime beaucoup. C'est selon un petit peu la saison. L'été, j'aime beaucoup le fraisier. Dessert très classique, mais j'aime beaucoup les fraises dedans avec la crème. L'hiver, j'aime beaucoup le moelleux au chocolat, le fondant au chocolat. Vous voyez, c'est des desserts très classiques. Et après, j'aime beaucoup aussi le baba au rhum, quand il est pas trop imbibé. J'aime bien quand il est juste parfumé. Voilà, c'est un peu ces desserts un peu classiques où j'ai beaucoup travaillé dessus pour qu'ils soient vraiment avec ma façon de travailler. Et le dessert que j'aime le plus faire, ben, je vous dis, j'aime vraiment faire tous les styles de dessert. Mon but, c'est de faire plaisir à la personne qui est en face. Donc, je travaille vraiment avec toutes les sortes de fruits possibles, toutes les techniques, toutes les pâtes possibles. J'aime vraiment tout faire parce que vu que je fais des desserts différents tous les jours, je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire de tout, en fait. Parfait. On a une question de Gotham Sil. Avez-vous déjà réalisé des pâtisseries ou des desserts spécialement
adapté aux personnes diabétiques? Oui, j'ai travaillé, ça fait plus de 2 ans déjà que je développe une gamme de desserts dans mes cahiers de recettes où il y a des personnes, on dit indice glycémique bas, IG bas en France. C'est de travailler sur des desserts où il n'y a pas de sucre raffiné. Donc on travaille avec des sucres beaucoup plus purs, comme le sucre de coco. euh, et du coup, le dessert, il est pratiquement pas sucré. Il ne fait pas mal pour le diabétique. Le diabétique peut en manger, ça ne lui fera pas monter son taux de glycémie. Donc j'ai déjà des recettes de mousse au chocolat, comme ça, pour les personnes diabétiques. Et je pense que c'est important aussi de connaître ces desserts-là, parce que ça serait dommage qu'un diabétique ne puisse plus manger de dessert. Donc la pâtisserie, elle évolue, comme je disais tout à l'heure, c'est important de connaître un petit peu de tout. Parfait. Merci. Alors, on a une question de Eliane. Quelle est, selon vous, la chose la plus importante pour créer quelque chose d'unique en pâtisserie? Est-ce l'amour? Ça y joue. Ah, ça, c'est sûr que ça y joue. Je pense que c'est ça. Ouais. Je pourrais en parler longtemps, mais j'avoue que déjà aimer les gens, aimer les personnes, c'est important pour pouvoir faire des desserts parce que on fait plaisir quand on donne un dessert. Euh, Aimer son métier, être passionné, c'est aussi très important parce que c'est là où on se surpasse. Euh, et s'aimer soi-même aussi, c'est important aussi, hein. Le fait de s'aimer, ça nous permet un petit peu de nous dépasser un petit peu. Je pense que la personne a tout à fait raison. Je pense que l'amour avec un grand A, c'est très important dans beaucoup de métiers, et pas que dans la pâtisserie, hein. Même dans la transmission, chez les professeurs. Je pense que si on n'aime pas les personnes, on peut pas aimer transmettre. Voilà, je pense qu'un grand A, comme Alliance française, ça va très bien ensemble. Parfait. On a une question d'une personne anonyme. Quel est, selon vous, un dessert français sous-estimé, ou alors, en tout cas, pas apprécié à sa juste valeur, que vous aimeriez faire découvrir davantage et pourquoi? Un dessert français qui n'est pas à sa juste valeur. Ouf. Non, mais alors, je pense pas qu'il y ait de dessert qui ne soit pas à sa juste valeur. Parce qu'en France, on a des desserts qui sont ouais, des desserts, un dessert traditionnel. Et le dessert traditionnel, on va dire que les 80% des Français, ils ont un dessert traditionnel qu'ils aiment. Et si on demande à une personne en France, quel est ton dessert préféré? Ils vont tous donner un dessert traditionnel. Parce que les desserts d'aujourd'hui, ils utilisent souvent des desserts un dessert traditionnel qu'ils viennent revisiter à leur façon pour dire, moi, mon dessert signature, ben, c'est cette pâte à choux-là avec cette crème-là voilà, ça, c'est mon dessert signature. Alors que quand on demande à une personne son dessert préféré, elle va toujours donner un dessert traditionnel. Et alors, c'est pour ça que un dessert qui n'est pas mis à sa juste valeur, je pense que tous les desserts traditionnels sont appréciés, pas par tout le monde, mais chacun, selon ses goûts, a un dessert traditionnel qu'il aime. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais voilà, je pense que tous les desserts en France ont leur public. Voilà. En effet. Alors, on a une question de... Alors, j'ai pas le nom de la personne. À quel point le processus consistant à traduire le langage onirique et merveilleux de Dali dans Hmm. le langage de la gastronomie a-t-il été enthousiasmant? Il a été enthousiasmant. À quel moment il a été enthousiasmant? À quel point? Bon, la question, c'est à quel point... C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais Bon, après, le Dali de la pâtisserie, c'est le surnom que l'on m'a donné. Donc, derrière, je ne prétends pas être je reste humble, je veux dire, à ma place. Dali, c'était un peintre, un surréaliste, un sculpteur espagnol du XXe siècle. Euh, Moi, on m'a appelé le Dali de la pâtisserie pour mes moustaches et parce que je fais des créations un petit peu farfelues parfois et des œuvres d'art. Euh, dans ma pâtisserie au quotidien,
c'est mon univers, c'est ma touche personnelle. Le Dali, ça reste un surnom de la pâtisserie. Ça reste un surnom que j'ai, hein. Mais en toute modestie, je vais dire, je reste Gaël Clavière, le Dali de la pâtisserie si on veut. Ça fait plaisir. Mais voilà, le lien qu'il y a entre les deux, ben, ça va être mes créations parfois et tout. Mais en aucune façon, j'utilise Dali un peu partout. Je veux dire, je reste à ma place. Puis si un jour on veut un musée avec mon nom, ben tant mieux ou tant pis. Mais c'est pas ce que je recherche en tout cas. Je reste complètement pâtissier et, euh, et j'ai juste envie de transmettre et de donner le maximum au quotidien, quoi, dans ce que j'aime. Et, alors c'est une question. Avez-vous déjà goûté le douille? C'est le yaourt bengali. Bon, comme vous n'êtes pas venu ici, pas encore en tout cas, je pense. Ah, pas encore, non. Ou la rabri, deux de nos desserts les plus célèbres. Je pense que Alors, je peux aller dans des restaurants indiens à Paris, mais j'ai pas pris de dessert, je vous avoue. Je préférerais les goûter en Inde directement. Comme ça, je suis sûr que c'est vraiment indien. oui. Euh, ok, alors là j'ai une question intéressante. Monsieur Clavière, envisageriez-vous un jour de créer quelque chose de nouveau à partir du Roshgola, douceur emblématique du Bengale? Alors Roshgola, c'est un dessert bengali qui est fait à base de lait. C'est très sucré, ce sont des boulettes qui sont faites à base de lait. C'est complètement différent des desserts français. Alors moi je suis pas bengali, hein, donc je peux pas vous décrire exactement ce que c'est. Enfin, voilà, je sais que c'est à base de lait, j'en ai goûté. Ognibo, Ognibo, tu es là. Peut-être expliquer un peu le concept de l'Oshgola pour que Gaël puisse répondre à la question Et, bon, mais moi, je suis pas expert, tu as bien expliqué. C'est à base quand même. c'est tout. C'est le dessert le plus célèbre, Ouais. partie de notre patrimoine. Après, en termes de préparation, ça, je suis complètement nul, donc je peux pas vous. Vraiment, Alors, c'est à base de lait, hein, c'est complètement. Oui, Il n'y oui. a pas de farine, il n'y a pas de. Non, alors moi, je veux bien que vous m'envoyiez Alors, le nom du dessert sur notre messagerie, comme ça je vais le noter. Je vais aller vérifier exactement le dessert que c'est. Et pour répondre à la question de cette personne, je peux très bien travailler sur un dessert. Voilà mon premier objectif, c'est de travailler sur un dessert à la française, mais avec cette saveur. Donc, je peux très bien faire un dessert là-dessus. Alors, voilà mon premier objectif, il m'a été donné, hein, je vais m'en charger. ah ben super. En tout cas, ce sont des boules qu'on fait avec du lait caillé et qu'on D'accord. trempe ensuite dans un sirop sucré. Voilà. Très intéressant. Vous verrez Je, en février. je le verrai en février. Ok, alors, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, je suis juste en train de faire un petit tri pour... alors, ok, on a une question de Jigisha. Comment vous faites pour trouver l'équilibre entre tradition et innovation quand vous créez pour des événements officiels? Et quels sont les plus gros défis pour garder votre perfection? Euh, voilà, tout simplement. D'accord. Alors, je vais noter alors, perfection, je répondrai après. Et la première, c'est quels sont mes plus gros défis pour garder la... Non, non, non. Comment vous faites pour trouver un équilibre entre tradition et Ah, innovation quand vous créez pour des événements officiels? d'accord. Entre tradition et innovation, oui, exactement. Alors, quand je crée un dessert, la tradition française dans les desserts, c'est, on va dire, une pâte à choux, une pâte sucrée, de la ganache montée, un biscuit, une génoise, un biscuit cuillère, voilà. Tout ça, ce sont des recettes qu'on utilise énormément en France pour construire nos desserts. Toutes ces recettes-là, ce sont des recettes, on va dire, traditionnelles, on apprend depuis plus de 30, 40, 50 ans en pâtisserie française. Mhm. Euh, le but derrière, c'est que je vais garder ces recettes traditionnelles et je vais construire mon dessert, mon nouveau dessert qui n'existe pas, mais je vais utiliser un biscuit moelleux,
un croustillant avec de telles saveurs, un crémeux à base de fruits, et après mettre des fruits frais dessus. Je vais construire mon dessert par phase de croustillant, moelleux, rafraîchissant, voilà, et gourmand en même temps. Donc c'est tout le processus de création, quand on est chef, de travailler là-dessus, de travailler sur le dessin du dessert. Des fois, je vais dessiner le dessert pour essayer de de savoir un petit peu comment je vais construire mon dessert. Et après, je vais développer mon dessert. Et pour garder aussi cette innovation, donc les traditions, on va dire qu'on va garder les bases de recettes. Et après, si le chef d'État vient de Chine ou il vient d'Angleterre ou quoi que ce soit, mon but, c'est pas de lui faire un dessert qui vient de Chine ou qui vient d'Angleterre ou qui vient de n'importe quel pays. C'est d'avoir une petite touche dedans. C'est d'avoir voilà, un petit clin d'œil pour lui dire, je vais faire un dessert, mais il y aura une petite note de ton pays dedans, tu vas voir. Mais ça va rester quand même un dessert un peu traditionnel français parce que toutes les recettes qui seront dedans, ce sera des recettes françaises. Et c'est là où, en gros, je sors un petit peu mon épingle du jeu. C'est vraiment voilà, de garder ce petit clin d'œil. Et ça a souvent son effet parce que justement, ça, il va pas dire j'en veux pas ou non, je connais pas, je fais pas attention. Ah, il y a ce petit clin d'œil, je vais le goûter pour savoir si c'est bon. Donc voilà comment un petit peu je procède. Parfait. Ben, merci Gaël. On va arrêter là pour les questions. On n'a pas fini, juste pour les questions, parce qu'on a reçu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et on a malheureusement une contrainte de temps. Donc, l'enthousiasme, il est là en tout cas, hein. Gardez-le pour la visite de Gaël en février. Et j'espère qu'en février, vous aurez l'occasion de répondre à toutes les questions. Je vais dire la même chose en anglais, hein, pour notre Of course, public. of course. We have received a list of a lot of questions, very, very, very intelligent questions from all of you. A few we tried to respond. Due to a time constraint, we are unable to take more questions. For that, we need to keep our excitement on hold for February until Gaël's visit in Kolkata. Alors, moi, je vous ai préparé une petite liste de ça ou ça. Rapidement, hein, je vais vous poser des questions, vous savez, les questions croissant ou pain au chocolat, etc. Rapidement avant de clôturer. Alors, je vous Euh, écoute. Bah oui, du coup, je commence par c'est classique, croissant ou pain au chocolat. Chocolatine. On dit chocolatine Et chez nous. bah oui, c'est vrai. Ok, Ouais, pain au chocolat. pain au chocolat, très bien. Éclair au café ou éclair au chocolat? Chocolat. Ok. Tarte au citron, tarte aux fraises. Fraise. Millefeuille, Paris-Brest. Paris-Brest. Ok, crème brûlée, mousse au chocolat. La crème brûlée, pour le coup. Opéra, Saint-Honoré. Saint-Honoré. Ok, galette des rois, bûche de Noël. Un galette des rois, oui. Clafoutis, flan. Blanc. J'adore. Ok. Tarte tatin, fondant au chocolat. Ah oui, là, j'aime beaucoup les deux. Fondant, quand même, au chocolat. Ok. Baba au rhum, tarte au chocolat. Ouais, le baba. Baba au rhum. Et pain perdu, brioche. Au pain perdu. Ok. Pâte feuilletée ou pâte sablée. Pâte feuilletée. Parfait. Euh, Ce sera tout pour les questions en tout cas. Merci infiniment pour votre temps, votre générosité et ce beau moment de partage. C'était un vrai régal. Voilà, on peut dire que c'était un vrai régal pour le coup. Un grand merci également à toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui et qui ont posé d'excellentes questions, ainsi qu'à mes collègues Clémentine, Moitri, Omritapa et Ognibo pour leur précieuse aide tout au long de cette session. C'était la toute première session de notre nouvelle série AFDB Talks et nous sommes ravis de l'avoir inaugurée avec vous, donc un invité aussi talentueux et inspirant.
Restez connectés, comme on dit en anglais, stay tuned. D'autres webinaires passionnants arrivent bientôt. Donc encore merci, chef Clavière. Merci à vous toutes et tous pour votre présence. Thank you so much. Thank you everyone. Ben, je vous souhaite une très belle soirée à tous. Merci beaucoup, Gaël. Donc à très bientôt pour le prochain AFDB Talks et puis à très bientôt en février à Calcutta. En tout cas, À on très a hâte bientôt, à très de vous bientôt. recevoir ici. Avec grand plaisir. Merci, merci à tous. Merci à vous.